l'idée au départ, hein, quand on étudie l'atome, c'est d'avoir cette perception que c'est un objet extrêmement petit et du coup c'est aussi très abstrait. Ouais, j'ai discuté de ça. Ouais. Et vous vous souvenez, hein, n'oubliez pas qu'un atome tout seul, bien sûr il a des propriétés électroniques, etc., mais il ne peut pas montrer ses propriétés quand il est tout seul. Les propriétés qui ensuite sont mesurables à notre échelle, oui, sont toujours liées à une collection très très importante d'atomes et de molécules ensemble. C'est pour ça que la définition de l'atome, la brique la plus petite, possédant toutes les propriétés, etc., c'est pas si simple. Oui, et j'ai discuté de ce point dans la première vidéo que j'ai postée pour vous. Pour aussi avoir un ordre de grandeur, on va prendre deux exemples. L'exemple de l'eau, que j'ai déjà discuté avec vous, dans 1 litre d'eau, on va recalculer tout à l'heure, hein, qu'il y a 55,5 moles. Et on va dire qu'est-ce que c'est la mole à nouveau, oui, et comment, d'où vient sa définition. Et c'est un nombre gigantesque. Oui. C'est-à-dire que si vous vous amusez à calculer les molécules d'eau, ben, vous en avez jusqu'à la fin des temps, oui, si vous commencez aujourd'hui. Oui, parce que 55,5 fois 6,022 10 puissance 23, oui, même si vous le transformez en secondes, vous allez voir, hein, le nombre de milliards d'années que ça fait. Vous comprenez? Donc, si vous êtes capable de calculer une molécule par seconde, de compter une, oui, bien. L'autre chose plus surprenante, et je l'explique souvent dans les cours de cristallographie au départ, c'est que si vous prenez un tout petit cristal à peine visible à l'œil nu, allez, entre 50 et 100 micromètres de diamètre, eh bien dans ce petit objet-là, vous voyez, à peine perceptible avec les yeux, il y a entre 10 puissance 14 et 10 puissance 18 atomes. Oui. Et c'est même pas, pratiquement pas perceptible par les yeux. Et 10 puissance 14, 10 puissance 15, 10 puissance 16, ce sont des nombres qui dépassent notre entendement. Vous voyez, parce que déjà 1 milliard, c'est un grand nombre pour nous. Hein. Je vous souhaite, si un jour vous avez 1 milliard d'euros sur votre compte en banque, vous ne saurez même pas comment les dépenser. Tu vois? C'est un grand nombre. 10 puissance 9. Vous voyez, 10 puissance 14, 10 puissance 15. Vous voyez, donc j'insiste là-dessus pour pas que vous ayez l'impression que l'infiniment petit, c'est un truc banal. C'est très bien maîtrisé aujourd'hui, hein, c'est pas vrai. Hein, c'est pas banal. Et les technologies pour accéder à l'infiniment petit sont des technologies de très haut niveau et on est loin de les maîtriser correctement. Il ne faut pas exagérer, quoi. Alors, le nombre d'Avogadro, la fameuse mole, hein, donc ça, je vous l'ai dit, c'est un nombre que vous devez connaître. Et comment il a été déterminé? Bien, à partir, vous savez, c'est seulement à partir de 1970 ou 71, donc le siècle dernier, hein. J'étais déjà né, je suis né en 1967, eh bien, que ce nombre a été admis et utilisé dans la communauté des physiciens et des chimistes. Donc ça ne date pas de l'époque gréco-latine, hein, cette histoire-là. C'est quelque chose d'assez récent. Et vous allez voir, hein, une des idées des chercheurs du passé, une intuition qu'ils avaient, c'est que lorsqu'on a des atomes à l'état gazeux, et c'est quelque chose qu'on va revoir après, dans un gaz normal, habituel, on appelle ça un gaz parfait, eh bien, ils avaient fait l'hypothèse, et qui est très juste, que quel que soit le gaz, pour un volume donné, il y a toujours le même nombre d'atomes dans le cadre d'un gaz. Hein. On va voir, donc on va parler de volume molaire. Hein. Et eh bien, un certain volume va contenir, hein, ce nombre tout à fait gigantesque, hein, qu'on appelle le nombre d'Avogadro, 6,022 10 puissance 23. Mais pour compter et définir cette valeur, ce qu'on a fait au cours du XXe siècle, c'est qu'on a pris une matière dont on a été capable de purifier à un haut degré
avec un seul isotope. Parce que vous voyez, ça c'est un des problèmes, vous vous souvenez, hein, toutes les matières, c'est toujours des mélanges d'isotopes. Alors c'est difficile de compter, vous voyez, et de correctement la masse d'un nucléide si vous avez un mélange. Voilà. Donc on a pris du carbone 12, le carbone donc, 12. Je vous rappelle que le carbone, c'est le 6e élément. Et donc si c'est du carbone 12, ça veut dire que dans son noyau, il y a 6 protons et 6 neutrons. Voilà les choses que vous devez savoir de manière tout à fait naturelle. Et donc, par des techniques que je ne vais pas développer maintenant, on a été capable de mesurer le nombre d'atomes contenus, le nombre d'atomes donc de carbone 12, contenus dans un échantillon de 12 grammes de carbone 12. Donc tu prends 12 grammes, et dans 12 grammes, eh bien, on a mesuré 6,022 10 puissance 23 atomes de carbone 12. OK? Ça s'appelle la mole. Et c'est devenu l'unité de mesure pour les physiciens, mais surtout pour les chimistes, afin que lorsque l'on manipule des substances sur une paillasse, on n'ait pas toujours à faire des calculs avec des 10 puissance moins 27, moins 26, etc. Tu vois, on ne compte pas les atomes. Oui. Fois, bien sûr, un nombre très important. Donc, on va dire que eh bien, l'unité de base, pour nous, ça va être une mole d'une substance. D'un atome de fer, d'un atome de carbone, d'un atome d'hydrogène, une mole. Et donc, on va ensuite, bien sûr, il faut, c'est ça la masse molaire, hein, il faut déterminer, avec le plus de précision possible, quelle est la masse de cette très grande collection d'atomes. Oui. Donc, on parle de masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole. Oui. Et je vous rappelle, la mole est une grandeur sans unité, puisque ça décrit un nombre d'objets. OK? Donc, c'est un nombre. Ça va jusque-là. Alors, vous allez voir, maintenant, grâce à vous allez voir, cette valeur, on va pouvoir recalculer, hein, et je vous invite aussi bien, vous, là, les étudiants en classe, que ceux qui nous regarderont sur la vidéo, à sortir vos calculatrices ou vos téléphones portables, parce qu'il y a des calculatrices sophistiquées sur les téléphones, pour vérifier que la masse d'un nucléon dans ce carbone 12, et on sait que dans un atome de carbone 12, il y a 12 nucléons, ça vaut bien à peu près 1,67 10-27. Parce qu'on savait, hein, vous savez, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est à peu près 1,67 10-27, la masse d'un nucléon. Mais je rappelle, hein, maintenant on est à l'université, donc il faut que vous vous en souveniez quand même. Oui, je sais que la masse du proton et du neutron sont très proches, 1,67 10-27, mais ce n'est pas exactement les mêmes masses. On est d'accord? C'est la raison pour laquelle, ensuite, quand on calcule les masses molaires des substances avec des atomes très lourds, alors bien sûr, on s'écarte de plus en plus de valeurs entières, et en plus, bien sûr, il y a des mélanges isotopiques, quelque chose que j'ai beaucoup discuté hier. C'est pour ça que la plupart des masses molaires, hein, ce n'est pas des masses rondes. Alors après, je vais rajouter, il y a encore autre chose, un phénomène lié à E égale MC2, hein, dont j'ai évoqué un mot hier. C'est que lorsque vous considérez la synthèse d'un noyau composé de protons et de neutrons, eh bien, il y a une perte de masse, vous voyez, entre la somme des masses des nucléons et la masse du noyau. Et ça, c'était des choses qui ont été découvertes au début du XXe siècle et qui ont été comprises et maîtrisées grâce en particulier, mais pas seulement, hein, mais grâce en particulier à Albert Einstein, hein, qui avait intuité que l'énergie et la matière pouvaient passer de l'un à l'autre à travers son équation fameuse, la plus connue, E égale MC2. Oui. Donc vous voyez, je vous montre par les raisonnements tranquilles que je fais avec vous, qu'on peut réfléchir à l'atome, à sa constitution,
Et en creusant un peu, vous voyez, eh bien, on dévoile, vous voyez, des aspects de la physique et de la chimie. Et qu'on peut sortir d'une forme de superficialité, de dire tout ça c'est naturel, c'est facile. Non, non. Ouais. On peut retenir certains grands principes et ensuite on peut aller un peu au-delà, vous voyez, gratter derrière la surface. Alors on va faire le calcul si vous voulez bien. Là, il faut m'aider, moi je ne vais pas prendre une calculatrice maintenant entre les mains. 6,022 10 puissance 23 atomes là, ça pèse 12 grammes. Vous voyez? On est d'accord? Donc sinon je divise là, ce 12 par 6,022 10 puissance 23, j'aurai donc la masse d'un de ces atomes. Vous me suivez? C'est une règle de 3, on a appris ça à l'école maternelle. Bon allez, en primaire. Oui? Donc faites ça. Donc faites 12 divisé par. Là, donc on a la masse d'un atome de carbone 12. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la masse des nucléons. Ça veut dire du proton et du neutron. Or, on sait qu'il y en a 12. Donc il faut encore diviser par 12 la valeur que vous avez trouvée. Ouais, 1,66. Ok. Bon, 1,66, normalement on devrait arriver aux alentours de 1,67, mais vous voyez qu'on retombe à peu près sur la valeur attendue, 1,67 10,27. Alors, kilogrammes, hein, faites attention, des fois les gens oublient la conversion. Ici, c'est des grammes. Donc, si vous exprimez les choses en kilogrammes, hein, c'est 0,012 en kilogrammes. Donc, vous divisez ça par ça, et encore, vous divisez par 12, et vous trouvez effectivement la valeur d'un nucléon. Ce qui est intéressant avec les masses, c'est qu'elles sont additives. Une molécule d'eau, déjà il faut connaître sa composition, hein, évidemment. L'eau, vous le savez sûrement, c'est au niveau de la molécule hein, constitutive de l'eau, c'est 2 hydrogènes et un oxygène. Oui. Alors, on a la chance de connaître assez précisément, compte tenu d'ailleurs hein, des mélanges isotopiques, la masse molaire de l'hydrogène et la masse molaire de l'oxygène. Et donc, comme les masses, hein, c'est comme vous, hein, si vous mettez un casque, des bottes, je sais pas moi, un sac à dos, eh bien votre masse finale, ça sera vous plus les objets que vous avez mis sur vous. On est d'accord? Donc ouais, c'est naturel que ce soit additif. Donc on connaît la masse molaire de l'oxygène, alors c'est pas exactement 16, hein, c'est un peu moins, mais l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. OK? Et l'hydrogène, contenant qu'un proton, hein, vous vous doutez bien que ça doit être proche de 1. Alors c'est un tout petit peu plus, mais ici on va dire, donc 1, ben donc comme il y en a 2, hein, 2 fois 1 gramme par mol. Et donc, notre eau a une masse molaire de 18 grammes par mol. Juste, vous connaissez cette écriture, hein? On peut mettre un slash mol, oui, c'est-à-dire je divise par mol, hein, je divise par donc l'équation dimension, on en reparlera un petit peu, hein, c'est des grammes, oui, divisé par hein, ce nombre de mols. Vous comprenez? C'est ça la dimension de. Mais souvent en sciences, on fait fois mol moins 1. Donc ce n'est pas une écriture qui vous surprend. Ok, donc ça c'est d'une chose, on a la masse molaire de l'eau. Regardez bien, ça veut dire que 18 grammes d'eau, c'est pas grand-chose. Hein. On est loin du litre, vous êtes d'accord? Donc dans 18 grammes d'eau, là, un petit peu d'eau au fond de la main, on a déjà une mole d'eau. Ça veut dire 6,022 10 puissance 23. Hein. C'est ça que ça nous dit, vous voyez? Alors maintenant, on veut faire une comparaison et un lien simple entre des grammes, une masse, et un volume. Et ça, on peut le faire en sciences grâce à la notion de masse volumique. 1 kg par litre, oui, ou 1000 grammes par litre, puisque comme on a ici des grammes, on va laisser 1000 grammes par litre. Donc maintenant, on a ça et on a ça. Donc comment je fais pour passer de l'un à l'autre et pour trouver ces 55,5 mol? Alors, regardez bien, hein. Vous voyez que 18 grammes, c'est une mol. Nous, la question qu'on se pose, c'est 1000 grammes, c'est combien? Donc, la question mathématique, c'est
par quel facteur je dois multiplier 18 pour arriver à 1000. Et si je trouve ce facteur, eh bien je sais que pour 18 grammes, c'est 1 mol. Donc pour 1000 grammes, ça sera 1 mol fois ce même facteur. Ça s'appelle ça la règle de 3. Alors comment est-ce qu'on trouve ce facteur? Eh bien, vous faites 1000 divisé par 18, hein, vous êtes d'accord? Si vous faites 1000 divisé par 18, ça fait 55,5. Et après, si vous n'êtes pas convaincu, hein, parce qu'au départ, on peut avoir un peu des angoisses mathématiques. C'est très fréquent, hein, il faut se décontracter. Donc le facteur multiplicatif ici, je crois que c'est 5, 5, 5, 5, ça, c'est ça. Hein, voilà. On est d'accord? Je vais doucement, hein, pour que vous compreniez bien le raisonnement et la règle de 3. Et donc, ça veut dire que si 18 grammes, c'est 1 mol, eh bien, vous êtes d'accord que 1000 grammes, ça sera donc 55,555 mol. Et donc, 1 litre d'eau, vous voyez, c'est un nombre important de mol d'eau. Et maintenant, si je sais ça, si je veux calculer le nombre, on va le faire si vous voulez sur votre calculatrice, le nombre de molécules d'eau dans 1 litre, donc on va écrire nombre de molécules d'eau dans 1 litre. Eh bien, je fais quoi? Le nombre d'Avogadro, 6,022 10 puissance 23, fois 55,5555. Faites-le voir, et ça fait combien? Ouais. 10 puissance 25 molécules d'eau dans 1 litre. Ça va? Voilà. Vous savez, c'est important de faire des petits calculs et des applications numériques. Ça permet de vérifier si on comprend les grandeurs que l'on manipule.